bord de l'eau, bercé par le son léger des vagues de la Côte d'Azur, au sein de la villa Kérylos, villa néo-grecque construite au début du XXe siècle par Emmanuel Pontremoli, exactement entre 1902 et 1908. C'est là que se tiendra une vente exceptionnelle de bijoux et de montres le samedi 11 juillet à partir de 14h. Retenez donc Villa Kérylos, la belle maison de vente Rossini, et aujourd'hui je vais vous préparer une très belle sélection de pièces assez exceptionnelles qui vont justement passer dans ce lieu emblématique de Beaulieu-sur-Mer. C'est tout de suite, c'est maintenant et c'est seulement sur les Rabières. De commencer par une icône de l'horlogerie du début des années 60 qui justement passera pendant cette vente Rossini à la Villa Kérylos. Chers amis, quand je vous parle du roi Midas, évidemment vous songez à la Rolex King Midas, il y a eu également la Rolex Queen Midas et il y a eu une autre pièce un peu moins connue qui est sortie en même temps et qui est très rare, qui n'est d'autre que la Rolex Princess Midas. L'esprit, il est le même, on retrouve la forme du temple grec pour la tranche de carrure. Vous avez cette couronne en forme de soleil, évidemment c'est un lien à Midas, surtout une quantité d'or phénoménale, près de 150 grammes pour cette pièce. La Queen et la King sont un peu plus élevées en termes de grammage d'or. On disait à l'époque que la King Midas était pour les hommes, la Queen Midas pour les femmes et la Princess Midas pour les maîtresses. Enfin bon, bref, on ne sait pas si c'est une réalité. En tout cas, je suis très heureux d'avoir cette pièce entre les mains ici. Vous savez que cette pièce a été dessinée par le jeune Gerald Genta. Elle sort en 1962 et c'est une pièce qui a un vert saphir, ce qui est assez génial pour l'époque. Elle a à l'intérieur un mouvement mécanique, un remontage manuel extrêmement fin et on aime au dos trouver évidemment des gravures qui ont été faites à la main, en particulier le gravure de son numéro particulier. Bref, une pièce qui fait tout son sens dans une villa néo-grecque du début du XXe siècle et la villa Kérylos, et une pièce d'un chic assez phénoménal. Si on doit continuer par les pièces assez exceptionnelles de cette vente, on va continuer avec une pièce féminine. Cette pièce n'est autre que Audemars Piguet squelette des années 1970, caractérisée évidemment par sa lunette sertie de diamants taille brillant, ses aiguilles serties de diamants taille brillant et surtout, chers amis, ce magnifique mouvement squeletté qui a été gravé à la main et qui est en or 14 carats, donc 585 millième. Ce qu'on peut voir sur les images de Valentin, sur le devant du cadran, évidemment, on voit aussi que le barillet a été ajouré, ce qui permet de voir le ressort de barillet. On voit les mouvements du balancier, c'est juste dingue, le mouvement est extrêmement fin. Vous voyez toutes les gravures sur le fond de boîtier, Audemars Piguet, Swiss Mail, etc. Le numéro de référence et le numéro de série de la montre ont été gravés à la main. On trouve surtout un bracelet qui fait presque 17 cm de longueur. Donc bref, la montre peut être portée à la fois par des hommes ou par des femmes. Et vraiment, la pièce est dans un état sublime. C'est une petite œuvre d'art au poignet. Si on veut rester dans le thème des montres féminines qui sont toujours assez exceptionnelles, j'ai le plaisir d'avoir une pièce qui est aussi importante par sa qualité que par sa provenance. Chers amis, cette pièce, elle porte le nom, entre guillemets, de Pastis. C'était une pièce de belle joaillerie de chez Cartier, une tanque Louis Cartier féminine qui a la particularité d'avoir une partie de sa carrure qui est sertie de diamant taille brillant, sa couronne sertie d'un diamant taille brillant en position inversée, surtout un bracelet qu'on appelle pastille. C'est pour ça que j'appelle cette montre pastille, telle que l'on le voit sur la facture. Et je pense que c'est a priori potentiellement une pièce unique, ce qu'a d'ailleurs apporté la cliente de cette montre, puisqu'elle possède deux petites barrettes serties d'un double rang également de taille brillant, et le bracelet est lui ouvert ou fermé grâce à une boucle déployante papillon, évidemment signée Cartier. Une pièce vraiment très rare dans cette configuration joaillerie, surtout avec ce bracelet de toute beauté. Maintenant, si on a parlé de provenance, je salue la cliente qui nous l'a apporté. Cette pièce, elle a été achetée chez Cartier par le grand acteur Jacques Villeray en 1991 pour Noël, afin de l'offrir à sa femme qui nous l'a apporté justement pour cette magnifique vente aux enchères. Voilà, si vous êtes des amateurs, moi personnellement mon film favori de Jacques Villeray c'est Les Enfants du Marais. Donc si vous êtes amateur de Jacques Villeray, voilà, cette pièce c'est une pièce qu'il a été achetée personnellement chez Cartier pour sa femme et c'est vraiment une pièce de toute beauté dans un état proche du neuf, qui est passé chez Cartier il n'y a pas très longtemps pour un petit service, changement de verre, léger avivage du bracelet et du boîtier. Bref, c'est une pièce de toute beauté, extrêmement rare, qu'on a eu le plaisir d'avoir entre les mains pour cette vente Rossini à la Villa Kérylos le 11 juillet. Je précise pour les amateurs qu'en plus d'arriver avec son certificat Cartier avec les bons numéros dessus, elle vient avec sa facture d'origine Cartier, vous savez, avec les logos Cartier en embosse avec le nom de Jacques Villeray. Voilà, pour les amateurs, c'est un petit package vraiment sympathique. Chers amis, dans cette vente, j'ai eu le plaisir d'avoir une très belle Gégère Lecoultre
comme on les aime. À l'époque, cette pièce, quand elle est sortie, elle portait le nom Automatic Calendar. Alors, elle n'a rien d'automatique, puisqu'à l'intérieur, vous avez un très beau mouvement signé Gérard Lecoutre, mécanique et remontage manuel. Mais en l'occurrence, c'est bien un calendrier, un magnifique calendrier avec, dans la partie haute, une double fenêtre pour venir lire à la fois le jour de la semaine et le mois de l'année dans lequel on se trouve. Vous avez une aiguille centrale qui vient pointer une échelle de date périphérique sur le cadran, donc de 1 à 31 pour la date dans le mois. Et vous avez une phase de lune qui est donc visible dans la petite seconde ajourée à 6 heures. Vraiment une pièce de toute beauté avec des anses un peu en gouttes d'eau. Au dos de la montre, on va trouver son numéro de série. On a aussi le poinçon de maître EJ avec un sablier au centre pour Edmond Gégère. J'espère que vous avez bien révisé vos leçons. Cette pièce, elle est dans un état exceptionnel puisqu'elle a son cadran d'origine. Il n'a pas été restauré. Il est très légèrement piqué. Vous avez des pièces américaines qui avaient des échelles différentes, mais ici l'échelle est bien rouge. L'extrémité de l'aiguille de date est légèrement rouge. Elle est un peu passée, mais elle est bien rouge. Et je pense, sans m'avancer, que vous avez sur cette pièce le bracelet d'origine de la montre et vous avez également sa boucle d'origine en or 18 carats signée du célèbre fabricant français de Saint-Lô-la-Forêt, Jules Persson. Vraiment une pièce de toute beauté avec un double gaudron sur la carrure, de belles aiguilles dauphines facettées, l'échelle de date rouge, le jour, le mois qui sont également rouges sur leur disque et cette phase de lune qui a juste un petit peu vieilli. C'est très très poétique, c'est très joli et c'est vraiment une pièce exceptionnelle. J'espère que je ne vais pas vous choquer si je vous dis que El Primero, finalement, ce n'est pas le nom d'un mouvement qui portait le nom de calibre 30-19, mais que El Primero, c'est le nom d'une collection de montres. J'ai le plaisir d'en avoir une très très belle entre les mains du début des années 1970 avec son cadran gris-vert fumé, plus clair au centre, plus sombre sur les extrémités. Vous avez en plus de la signature de ce cadran et de ce bracelet, vous allez le voir, une seconde centrale rouge lollipop rectangulaire avec de la matière luminescente. Donc sur cette pièce, à 9 heures la petite seconde, à 3 heures le totalisateur des 30 minutes du chronographe et à 6 heures le totalisateur des 12 heures du chronographe. Donc vous savez, calibre 30-19 dans la famille El Primero, mouvement mécanique de chronographe à remontage automatique à haute fréquence, 36 000 alternances par heure. Ici, un très beau boîtier dans de très bonnes conditions. La couronne est signée Zénith et surtout, on retrouve ce magnifique bracelet en acier plié signé Zénith à échelle qui était réalisé à l'époque par la grande société Gay Frères qui sera rachetée par Rolex. Et à l'intérieur, vous avez donc la signature GF avec le petit bouquetin au centre. Vraiment une très jolie pièce. Dans son jus, on voit encore bien les reliefs sur le fond du boîtier. Elle est juste spectaculaire en termes de conditions et j'espère qu'elle trouvera son prochain poignet sans aucun doute. Chers amis, j'espère que vous connaissez le nom de Jörg Issek. C'était un grand designer, pas uniquement horloger, mais il a créé une petite pépite en 1977 qui n'est autre que la Vacheron Constantin 2, qui va apparaître alors dans différents formats. Vous avez la version jumbo en 37 mm, mais vous avez également la version plus petite, medium size, en 34 mm de diamètre avec une date à 3 heures et une seconde centrale. Et là, chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter une magnifique version en or et acier qui vient tout simplement du premier propriétaire et qui est livrée avec ses papiers d'origine. Donc, je vais les ouvrir devant vous. Ici, vous voyez, tout est bien rempli. Il y a tous les bons numéros. Évidemment, j'ai vérifié dans la montre. Tout est bon. La montre, c'est bien la référence 46003-411. Elle a été vendue le 6 mars 1984 au Hilton de Genève. Voilà, tout est marqué à l'intérieur et la pièce que je porte sur le poignet est juste magnifique, dans un très très bel état. Elle a juste évidemment son cadran avec quelques petites pointes d'oxydation, mais c'est vraiment une pièce qui est portable. Pour moi, la jumbo est un peu trop grande. Ici, on a toujours le calibre automatique, mais on a quand même une épaisseur très contenue et vraiment, j'aime absolument voilà, cette petite minuterie très discrète, cette lunette si caractéristique, cette petite croix de Malte en insert sur le boîtier en or, ces aiguilles bâtons avec de la matière luminescente. Le cadran a été un petit peu nettoyé, vous remarquerez que les index ont perdu de leur matière luminescente, mais c'est vraiment une pièce qui est cohérente, qui est belle, qui vient avec son certificat d'origine et même sa petite enveloppe avec dessus le numéro du mouvement et son numéro de série unique évidemment. Voilà une très belle pièce qui est retrouvée dans cette vente à la Villa Kérilos. Chers amis, voici la dernière montre bracelet que je vais vous présenter dans cette sélection qui n'est autre qu'une Rolex Oyster Quartz Datejust. Alors, puisque pour moi la condition fait tout pour une montre, ici on a une pièce qui est proche du neuf évidemment, elle a été très légèrement portée, elle porte quelques micro-rayures mais elle n'a jamais été touchée. On a encore tous les chanfreins, toutes les finitions d'origine de cette montre. Alors, vous savez, l'histoire de la
Oyster Quartz, elle est assez fantastique, en particulier quand on songe à la nouvelle Land Dweller qui a été présentée par Rolex il y a 2 ans au salon Watches and Wonders, qui s'inspire un peu de ces formes des années 70 et 80. Tout commence avec la référence 5100, la fameuse Texano, équipée du mouvement Beta 21. Vous savez, Rolex faisait partie du CEH, cette association de fabricants d'horlogerie suisses qui vont œuvrer à la création du premier mouvement à quartz. Là, la Oyster Quartz apparaît en 1977, un peu comme la montre que je viens de vous présenter juste avant, la Vacheron Constantin 222, mais surtout, dans les années 80, elle va être certifiée chronomètre par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Nous avons une pièce entre les mains des années 80. Exactement une pièce de 1985, et je la trouve très intéressante cette pièce parce qu'elle vient avec sa boîte d'origine et surtout ses petits manuels. Bref, une pièce dans un état vraiment exceptionnel qui ne mérite que de trouver un nouveau poignet. On a même encore le stickers d'origine sur le dos de la montre, et vous savez, vu que le bracelet est vraiment intégré à la montre, toutes les informations de référence et du numéro de série se trouve au dos de la montre, sur le boîtier et non pas entre les cornes comme on a l'habitude de voir. Ici, la version pour moi la plus pure de la Datejust, ici Oyster Quartz évidemment, un cadran argenté, soleillé, des points tritium à côté de tous les appliques argentées de la montre bâton un peu fine, étendue, des aiguilles bâton également luminescentes et la date agrandie par Cyclope à 3 heures. On ne peut pas faire plus pur. Chers amis, maintenant j'aimerais vous présenter 2 autres pièces assez exceptionnelles. Tout d'abord, une montre de poche. Vous savez, j'ai une passion incroyable pour les montres de poche. Ici, on a été en présence d'une pièce, donc une montre savonnette, donc avec un capot avant, un capot arrière et la couronne qui vient se mettre à 3 heures. Une pièce Patek Philippe équipée à la fois d'une complication de répétition minute, mais également de chronographe. Chronographe 1 minute qui est déclenché par monopoussoir, vous voyez, juste à côté de la gâchette de répétition minute. Et voilà, le plaisir, c'est évidemment quand on découvre, au-delà de ce magnifique habillage guilloché, ce qui se trouve dans les entrailles de la bête, à savoir un magnifique mouvement Patek Philippe, très bien travaillé, très bien fini, avec de l'anglage, des côtes de Genève, avec les gravures Patek Philippe, avec le numéro propre au mouvement. Et on voit à la fois le timbre cylindrique, les 2 marteaux qui viennent frapper les heures et les minutes. Alors là, la montre a besoin d'une très très belle révision puisque la répétition minute ne s'enclenche plus, mais vous avez aussi tout le module de chronographe qu'on peut voir justement qui vient se greffer sur le mouvement, qui est juste magnifique. Ça fait plaisir d'avoir d'aussi belles montres de poche. Le cadran est dans un très très bel état, il faut le dire. Il y a quelques cheveux évidemment dans l'émail, mais on voit bien Patek Philippe Genève, la minuterie et vraiment voilà tout le langage Patek Philippe pour une montre approximativement des années 1920. Ce que j'aime dans l'horlogerie suisse, c'est que on peut trouver des liens entre plein de marques juste en fouillant un petit peu dans les archives. Évidemment, vous connaissez la célèbre marque Cyma, CYMA. Tavan produisait des montres qui étaient, entre autres, vendues sous le nom de Cyma. Et à la fin des années 1920, il y a un brevet qui est déposé pour une pièce qui s'appellera la Captive. La Captive, elle porte extrêmement bien son nom. C'est une montre à secret qui a la forme rectangulaire avec les angles arrondis, adouci, et quand vous faites une pression sur les 2 côtés, un petit peu comme sur certaines Cartier à secret, vous allez avoir 2 petits volets qui vont s'ouvrir et qui vont donner la visibilité sur un petit cadran de montre qui est posé sur une charnière. Donc vous pouvez juste prendre la notion de l'heure comme ça, vous pouvez mettre le petit boîtier de montre interne en version verticale, donc ça va bloquer les volets, vous pouvez le poser comme une petite pendulette sur votre bureau. Ici on peut découvrir sur le cadran le nom Dunhill. Ce qui est incroyable, c'est évidemment que cette pièce qui a été construite par Tavan en or 18 carats, ce qui en fait évidemment sa rareté, a été vendue, distribuée dans un magasin Dunhill, évidemment, à l'époque où Dunhill faisait encore des choses incroyables. Donc vraiment ici, on a une pièce qui est juste fantastique, mécanique à remontage manuel, donc évidemment il faut l'ouvrir pour la remonter très délicatement. Et ce que j'aime, c'est que vous avez à peu près partout, à la fois sur les volets, sur le fond de boîte, sur le fond de la montre, tous les mêmes numéros. Donc on a vraiment une montre qui est cohérente dans l'ensemble. Et on a aussi un pan de l'histoire de l'horlogerie. Voilà, Tavan, fin des années 1920. Le brevet pour la Captive est déposé et on a cette pièce qui nous parvient aujourd'hui dans un état qui est juste phénoménal, et j'espère qu'il ravira les gens qui veulent la porter dans la poche, dans un sac ou juste sur le bureau. C'est un objet fantastique qui est l'icône de l'horlogerie suisse, je pense, comme on en voit rarement. Toutes ces pièces seront mises aux enchères par la maison de vente Rossini le 11 juillet à 14 heures dans la magnifique villa Kérilos de Beaulieu-sur-Mer. On vous attend nombreux, en ligne ou sur place. En attendant, vous pouvez découvrir toutes les montres de cette très très belle sélection, parce qu'évidemment, il y en a d'autres, en ligne sur le site Rossini. Merci.